cas pratique. Actuellement, la dame qui a été emprisonnée parce qu'elle a fait des publications sur des clients qui lui devaient de l'argent. D'accord, on doit protéger les données des gens. Je suis très d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas développer les mécanismes qu'il faut pour que les entrepreneurs puissent être protégés? Personne, absolument personne, ne souhaite investir pour perdre. Donc, une dame qui achète ses marchandises, que les gens viennent emprunter après et qui ne paie pas, mais il n'y a pas de retour sur investissement. OK, elle a mis des données personnelles, à caractère personnel sur les réseaux, mais est-ce qu'elle avait le choix? Est-ce qu'aujourd'hui, cette dame, sa place, c'est la prison? Est-ce qu'elle ne devait pas plutôt recevoir une amende? Est-ce qu'elle ne devait pas plutôt être corrigée autrement que de l'enfermer? Parce que l'enfermer aujourd'hui, c'est avoir un impact sur sa vie personnelle, sur sa vie familiale et sur son business. Elle va perdre de la clientèle, elle va perdre son investissement, elle va perdre du temps et de l'énergie. Donc, aux politiques publiques, donc O avec X, Madame la maire, vous êtes interpellée comme toutes les autorités d'ailleurs, la première chose à faire pour moi, c'est de protéger les entrepreneurs, particulièrement les femmes entrepreneurs. Parce que les protéger, ce n'est pas seulement faire de sorte qu'elles n'aillent pas en prison, mais c'est faire de sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus pour qu'elles se retrouvent à essayer de trouver les mécanismes et les moyens de s'en sortir seules. La deuxième chose aussi, c'est de les protéger face à la société. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs dont les activités sont freinées parce que tout simplement, elles ont à côté d'elles un homme qui ne les comprend pas ou qui ne les soutient pas. Donc, les protéger, c'est aussi mettre en place tout ce qui est textes et lois et surtout les appliquer en fait. Les appliquer parce qu'en fait, le Sénégal a signé beaucoup de choses, a ratifié énormément de choses, mais c'est un souci de mise en œuvre en fait, de pratique. Donc, la protection, pour moi, c'est quelque chose que nos autorités devraient prendre en main. L'autre chose, c'est les mécanismes de financement. J'avoue, je le disais tout à l'heure à Aïda, une amie qui est avec moi, qui est dans l'écosystème, la DPME, l'ANPEJ, le FONGIP et tout ce que vous voulez comme structure font énormément d'efforts. On a assisté dernièrement au lancement de la phase 2 du projet Pavé, je pense, Pavé, et c'est super, c'est magnifique, c'est très bien. Mais est-ce que c'est démocratisé? Est-ce que c'est à compétence égale, chance égale? Est-ce que c'est à qualité de produit égale, chance égale? Aujourd'hui, moi qui me suis mise dans l'entrepreneuriat, parce que j'avoue, il y a encore quelques mois, j'étais à une activité d'Orine, je disais, je ne vais jamais entreprendre, il y a à peu près une année. Parce que j'ai toujours été salariée, j'aime la sécurité. Mais à force, dans le cadre de mon travail, à force de voir des femmes entrepreneurs qui ont des difficultés, qui vivent ce qu'on appelle aujourd'hui de l'inégalité, parce que tout simplement, elles n'ont pas forcément toutes les compétences, elles n'ont pas le réseau qu'il faut, elles ne communiquent pas comme il faut. Je me suis dit, mais écoute, madame, tu peux être salariée, avoir ta sécurité et entreprendre pour booster toutes ces femmes-là que tu as envie d'accompagner. Donc, ces femmes-là ont besoin de renforcer leurs compétences, en plus d'être protégées. Donc, l'ADPME, l'ANPEJ, le FONGIP et toutes les autres structures, il faut essayer de voir comment démocratiser l'accès à la formation, démocratiser l'accès au financement. Et puis, Jojo l'avait dit lors de la clôture de e-Booster, les impôts. Non, c'est très difficile, les impôts. La fiscalité au Sénégal est très difficile à gérer. Yacine de Fenta ne me dira pas le contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont blâmées parce qu'elles ne sont pas en règle avec les impôts. Mais écoutez, c'est pas tout le monde qui a les moyens en fait d'être à jour. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui investissent et qui ne gagnent pas. C'est un combat, moi je le vis aujourd'hui. Je me bats pour être à jour avec les impôts, mais c'est galère. À la limite, les gens me disent, mais pourquoi tu tiens coûte que coûte à être à jour avec les impôts? Mais je préfère être quitte avec ma conscience. Je préfère participer au développement de mon pays. Mais voilà les trois choses sur lesquelles je pense que les autorités devraient plus apporter. La protection des entrepreneurs, particulièrement des femmes entrepreneurs. Le renforcement de leurs compétences. La démocratisation de l'accès au financement. Et surtout, alléger en fait, donc je dirais 4, alléger la fiscalité pour les femmes entrepreneurs. Voilà. Alors, je vais parler en direct. D'accord.
Ok, bon. Je vais lire ici un rapport de la Banque mondiale qui nous dit réduire les inégalités entre les hommes et les femmes rapporterait 6 à 10 milliards de dollars à l'économie. Ce qui veut dire déjà qu'il y a un manque à gagner. Moi, je vais aller un peu dans le sens contraire. Nous, les femmes, on a tendance à se victimiser. On a tendance à se rabaisser. On se dit, bon, on n'est pas capable. Ou c'est l'autre qui a fait, il n'y a pas assez de mesures qui sont prises pour nous accompagner. Mais en tant que femme déjà, qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir rivaliser avec les hommes en fait? C'est la question à se poser. Il y a une règle qui a été prise, bon, pas une règle, une mesure qui a été prise récemment en Côte d'Ivoire, qui autorise les femmes qui ont accouché à avoir un congé de maternité qui passe de 3 mois à 6 mois. C'est à saluer par exemple. Moi je dis que c'est à saluer pour certaines femmes. Mais en réalité, est-ce que cette mesure ne nous réduirait pas, ne nous réduit pas en fait? Parce que ça casse un peu, je ne sais pas comment je vais dire ça casse le taux d'accès des femmes dans certaines entreprises, parce que certains chefs d'entreprise ne voudront plus accepter d'embaucher des femmes, parce que si moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin peut-être de ma comptable, qui doit faire 6 mois à la maison, mais franchement, je vais opter pour embaucher un homme. Sérieusement dit, parce qu'il faut regarder aussi ce volet-là. L'autre volet, c'est vrai que ça va aider certaines femmes salariées, mais toutes les femmes ne sont pas emmenées à être salariées en fait. Il y a des femmes qui sont emmenées à travailler dans des entreprises. Qui dit entreprise, c'est la main-d'œuvre, c'est la ressource humaine. Donc il faut vraiment qu'on arrête de se victimiser. Il faudrait qu'on puisse vraiment prendre des mesures aussi pour pouvoir rivaliser avec les hommes. On ne va pas toujours être là dans ce carnaval-là pour dire oui, nous sommes les femmes, il faudrait que les hommes soient galants. Non, ça suffit. Les hommes n'ont pas à toujours être galants. Nous aussi, on peut prendre le devant des choses et essayer d'avancer. Donc, il faudrait aussi voir ce côté, ce revers de la médaille-là, qui dit que nous aussi, on a tendance à trop se plaindre. Il faut vraiment qu'on puisse vraiment se positionner aussi devant les hommes. On ne va pas rester toujours là, à rester derrière eux pour dire, bon, il faudrait que les hommes soient devant. Quand on marche, oui, c'est la galanterie, non. Si on veut que ça change, ça doit commencer par nous. Si on veut que ça change, on doit vraiment prendre des décisions, on doit être responsable de nos actes. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter un peu sur ce volet-là. Merci. Alors, c'est-à-dire que pour que je rebondisse sur ce que tu as dit, Awa, on a eu la même loi en Tunisie il y a quelques mois aussi, mais moi je peux vous assurer qu'aucun entrepreneur ne pourra rester 6 mois à la maison, quand elle est, pour la maternité. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas le permettre. Donc c'est plus une loi qui va être pour l'entreprise et le salariat. À mon avis, je suis aussi d'accord que, c'est-à-dire que je suis pas une fan de la discrimination positive poussée. C'est-à-dire que on peut pas avoir une politique publique pour les hommes et une politique publique pour les femmes. Ça n'a pas de sens. Par contre, pourquoi la question, elle se pose. La question se pose parce qu'il y a un effet de rattrapage. Comment on peut féminiser l'écosystème? Comment l'État peut donner un coup de pouce pour que les femmes entrepreneurs aient accès à certains marchés, qu'elles soient un petit peu dans des projets qui sont à plus forte valeur ajoutée, alors que la sociologie de l'entrepreneuriat féminin dans nos pays, c'est que c'est des toutes petites structures. Moi, donc, si c'est assez ou pas en termes de politique publique, je me dis oui, il y a peut-être des choses à faire, mais il faut être très vigilant par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je verrais bien un quota pour la commande publique, mais il faudrait qu'il y ait des critères, parce que bien évidemment, le mérite, c'est le premier critère qui doit être exigé. Parce que si une commande publique a été élaborée par une femme entrepreneur et que finalement elle a eu le marché juste parce qu'elle est femme et qu'il n'y a pas compétence derrière, elle va desservir la cause.
Donc là, c'est-à-dire que je verrais bien, c'est-à-dire que si on prend par exemple dans d'autres pays l'exemple des quotas dans les conseils d'administration, ça a marché, ça a eu un effet quand ils ont mis un quota de femmes dans les conseils d'administration. Donc pour une période temporaire, si on veut lancer une dynamique et inciter et faire que les femmes se projettent dans ces postes-là, se projettent dans ces projets-là, la politique publique peut aider. Moi, ce qui me pose peut-être dans le pays dans lequel je suis, ce qui poserait peut-être problème n'est pas la politique publique en elle-même, c'est la mise en œuvre de la politique publique. Parfois, il y a beaucoup de programmes qui ont été faits par le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfance pour aider les femmes entrepreneurs pour lancer des projets, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le problème, est-ce qu'elles ont été bien accompagnées? Est-ce que le choix des partenaires techniques, est-ce que le choix des experts était réellement le bon? Est-ce que l'État avait vocation à faire ça? Est-ce qu'il y avait les bonnes personnes pour choisir les experts et les partenaires techniques qui ont accompagné ces programmes? Là, je ne suis pas sûre que chez nous, ça a été fait comme il faut. Du coup, en termes d'impact, en termes de résultats, ça n'a pas réellement aidé les entrepreneurs à grandir. Parce que le problème, ce n'est pas une question de quantité de femmes entrepreneurs, ce n'est pas le nombre. Le problème qui se pose, c'est comment les pousser à grandir. C'est comment les pousser à développer, à mettre les bons outils pour qu'elles développent leur projet et qu'elles font de la croissance. Donc, je pense qu'il y a certaines choses, donc si je veux résumer, il y a certaines peut-être mesures qui peuvent booster, mais avec beaucoup de vigilance. Il y a certaines mesures aussi qui peuvent être envisagées dans la territorialité pour faciliter le rôle de mère, pour faciliter cet équilibre vie professionnelle, vie privée qui est très lourd chez la femme entrepreneur. Mais aussi, il faut être vigilant sur la mise en œuvre et la qualité de la mise en œuvre de ces politiques publiques, quels outils utiliser et avec qui on travaille. Merci. Merci beaucoup. Je crois que cette question, elle m'est vraiment adressée. Voilà, parce qu'en fait, souvent, comme mes sœurs l'ont dit, moi, je suis contre la victimisation parce que pour moi, aujourd'hui, nous avons un environnement très favorable pour l'éclosion de l'entrepreneuriat en général. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut d'abord faire un constat de base. Le constat de base est que l'Afrique ne produisait pas vraiment et que nous sommes maintenant dans une phase où l'Afrique souhaite produire, vendre, créer et tous les signaux pour moi aujourd'hui sont là pour que nous soyons une société de production, de commercialisation, de distribution, que notre économie ne soit plus une économie extravertie, mais une économie intravertie. C'est dit, la volonté politique, en tout cas au Sénégal, est exprimée. On parle aussi de contenu local. J'insiste dessus parce que je suis maire. Et je suis maire et je mesure la responsabilité qui est la nôtre dans la territorialisation des services publics. Quand je dis ça, c'est parce que lorsque vous avez des entrepreneurs de la DPME, ils n'habitent pas dans l'air, hein, ils habitent sur les territoires. C'est nous qui sommes avec eux. Lorsque vous avez une industrie, l'industrie est posée sur une commune, sur un territoire. Lorsque vous avez des marchés, c'est sur les communes, sur les territoires. Les populations, les entrepreneurs, les acheteurs, les distributeurs, les transporteurs, tout ça se passe sur les territoires. Donc, véritablement, toutes les politiques en matière de développement économique, le répondant, c'est le territoire, donc nous les maires. Donc aujourd'hui,
qu'est-ce que nous, en tant qu'exécutif au niveau local, nous devons comprendre et traduire cette volonté en action, parce que nous sommes aujourd'hui le maillon opérationnel de la volonté politique. Et c'est tout le sens que moi je donne à cette question. Et je vais vous donner mon exemple à moi en tant que maire. Lorsque je suis arrivée, la première chose que j'ai dite, c'est qu'il faut que je comprenne quelle est mon économie locale, globalement, sans pour autant faire une distinction entre hommes et femmes. Quel est le potentiel économique de mon territoire? Nous avons fait des études pour comprendre qui fait quoi. Nous avons vu qu'il y a énormément d'artisans. Il y a énormément de groupements de femmes. Moi, j'en avais décompté il y a 6 mois, 402 initiatives économiques dans la commune de Golfe Sud. Ça veut dire que chaque groupement, c'est au moins 10 femmes, multiplié par 402, vous voyez le nombre d'activités de femmes, mais dispersées. Chacune d'entre elles demande un financement, chacune d'entre elles a un taux d'endettement tellement élevé et pas une activité qui permet d'être rentable. Et le constat final était que est-ce que c'est ce modèle économique qui doit être le modèle pour le développement de l'entrepreneuriat féminin sur le territoire de la commune de Golfe Sud, ou est-ce qu'il ne faut pas aller réfléchir à un nouveau modèle organisationnel qui permettrait en fait de minimiser les risques dont vous avez parlé, mais de créer aussi une organisation ou des organisations qui sont beaucoup plus performantes vu les conditions dans lesquelles elles étaient. Donc, lorsque vous avez 1000 femmes, 500 d'entre elles font du jus. Chacune d'entre elles reste dans sa maison, achète son produit, commercialise avec ses bouteilles, avec un nom. Elles se retrouvent toutes dans le même marché golfois. C'est pas performant, c'est pas pertinent. Lorsque vous avez des femmes qui distribuent du poisson, chacune d'entre elles cherche le même client ou la même cliente. Lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous avons la capacité aujourd'hui de réfléchir à un nouveau modèle organisationnel et l'économie sociale et solidaire m'est parue étant une solution pour permettre aux femmes enfin de pouvoir se repositionner par rapport à tout ce que l'environnement nous offrait. Et donc, ceci étant dit, nous avons fédéré en fait toutes les initiatives économiques. Au lieu de réfléchir individuel, globalement, nous avons réfléchi notre économie locale. En tant que maire, nous avons travaillé avec Madame la mairesse. Je suis aujourd'hui accompagnée du réseau des femmes leaders de la commune de Golfe Sud, le réseau des artisans. Nous avons fédéré en fait les initiatives par filière. Et ça a permis aujourd'hui de créer carrément une dynamique globale. Au lieu d'endetter une femme, on préfère faire un prêt de 2 millions, 3 millions pour une femme. Lorsque vous avez 50 femmes qui font un prêt de 2 millions chacune, c'est 500 millions. 100 millions pour une femme, c'est 10 millions, 2 millions peut être lourd. Mais 100 millions pour un réseau sur un produit, vous allez maintenant réfléchir au lieu de distributrice, mais de productrice par la filière. Par exemple, je donne un exemple du jus. Au lieu que ce soit une femme qui reste chez elle, qui produit, elle appartient à la coopérative des femmes qui font du jus. Et donc, le réseau va produire et elles deviennent seulement des distributrices, mais de la même marque. Ça devient une politique de marque, ça les sécurise, elles créent de la valeur, de la richesse et elles continuent aujourd'hui à grandir parce que chacune d'entre elles se trouve plus sécurisée par rapport à la filière dans laquelle elle est, mais au réseau auquel elle appartient. Et ceci étant dit, nous avons aujourd'hui la possibilité de créer énormément d'emplois avec la vente en ligne. Nous avons la possibilité aujourd'hui de créer des centrales d'achat. Dans la commune de Golfe Sud, j'aime bien le citer, c'est ma commune, c'est là-bas où j'ai l'honneur de servir. Nous avons aujourd'hui 400 groupements, je reviens dessus. Multiplié par 10, c'est 4000 femmes. 4000 femmes, c'est un réseau de production, mais c'est un réseau de distribution. Donc, si ces 4000 femmes maillent le territoire golfois, à elles toutes seules, elles peuvent concurrencer n'importe quelle distributrice parce qu'elles seront dans les maisons. Elles vont récupérer le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que chaque famille achète du riz, du miel, de l'huile et j'en passe. Si c'est le réseau des femmes qui vend dans les maisons, elles sont beaucoup plus performantes que n'importe quel producteur et elles arrivent aujourd'hui à récupérer l'économie qui circule au niveau du territoire.
C'est aussi valable pour les femmes artisans qui font par exemple la couture, celles qui font d'autres choses. Il faut réfléchir aujourd'hui l'organisation des femmes. Il ne faut plus être dans la victimisation ou qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, on nous finance peu, on nous finance pas. Moi, je ne crois plus en ça. Ce fondamentalement à laquelle je crois, c'est que la véritable force qui fera que nous serons demain les véritables millionnaires, milliardaires, c'est que nous devons nous mettre ensemble. Nous allons réussir ensemble, sinon nous n'y arriverons pas. Et il y a énormément d'opportunités en termes de réseautage, d'économie sociale, solidaire, durable. Et les questions d'environnement, les questions de transformation, les questions d'économie circulaire deviennent aujourd'hui un atout non négligeable sur lequel on doit repositionner l'entrepreneuriat féminin sous un nouveau ordre. Merci beaucoup.